Du fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans cet épisode qui n'était pas prévu de 7e dimension. Et je suis toujours accompagné de Cédric qui est sorti de ses vacances. Non, alors t'es pas en vacances, toi tu bosses encore. Hein. Ouais, mais je serai bientôt. Je me rattraperai bientôt. Mais c'est pas grave, on est là, on est bien. On fait un petit numéro spécial du coup, Eddy, c'est ça? Eh oui, c'est ça. Alors, actualité oblige. Alors, on en a discuté tous les deux. On s'était posé la question. Moi, je m'étais posé la question de est-ce que c'est bien ou non, en fait, de faire un numéro hommage, un épisode posthume pour Jean-Pierre Peuters. Et je t'en avais parlé. Ouais, ça, c'est une anecdote et ça confirmera la raison pour laquelle on le fait. Pour vous donner un petit exemple, chers auditeurs, chères auditrices, voilà. Comme vous le savez, j'anime un podcast sur les musiques extrêmes à base de sons métalliques. Et en allant voir un groupe français comme No One Is Innocent à la sortie de leur album Propaganda, où il y avait des titres en lien avec les attentats de novembre, et notamment Charlie Hebdo aussi. Et je les avais rencontrés et je leur ai dit que c'était top d'avoir fait ça. Et le chanteur m'a dit, de but en blanc, il m'a dit ne pas le faire aurait été une faute professionnelle. Et ne pas faire cet épisode hommage à Jean-Pierre Peuters, pour nous, ça serait une faute professionnelle. Alors les mauvaises langues diraient, mais vous n'êtes pas rémunéré. Mais peu importe, on fait comme si on l'était. Voilà, c'est ça qui est important. Donc on va... j'ai intitulé ce numéro, enfin cet épisode, Mad sa vie, en hommage notamment à son autobiographie qui était Mad ma vie. Et l'idée, c'est pas tant de raconter Jean-Pierre Peuters dans le détail ou de raconter Mad Movies dans le détail, c'est plutôt de raconter ce que Mad Movies, notamment cette période Mad Movies et ce qu'a fait Jean-Pierre Peuters représente pour nous. Voilà. Donc je pense qu'on est tombés d'accord tous les deux sur cet axe, voilà, qui changera un peu de ce qu'on pourra lire ou entendre dans les semaines à venir. Alors toi, tu me disais qu'il n'y avait pas eu non plus une vague, on va dire, d'hommage. Non, mais comme je te disais, j'ai un peu regardé sur Internet, voir un peu comment ça se passait sur YouTube, tout ça. Et en fait, j'étais assez étonné, ouais, qu'il n'y ait pas grand mot qui est dit. Même, j'ai rien trouvé de récent. Alors après, moi, ça me dit que aussi chacun est dans sa discrétion, que chacun est dans son temporalité. Et puis, bah voilà, nous, on s'est dit qu'on allait pouvoir en parler, que c'était l'occasion d'en parler simplement, humblement, puis sans aucun enjeu, à part l'idée de rendre hommage à ce mec-là, parce qu'il nous a fait plaisir, quoi. Mais grave, alors, par bien des côtés. Mais pourquoi septième dimension lui dédie un numéro? Alors déjà, il y a le choc de la disparition, mais il y a aussi ce qu'il nous a apporté, en fait. Donc, concrètement, et je pense que s'il y a des compatriotes qui font des fanzines ou d'autres podcasts qui nous écoutent et qui ont vécu cette période, pour eux, ça sera la même chose. C'est-à-dire que sans le travail de fond qu'il a fait, je pense que je me demande même si septième dimension existerait, voilà, et si le ton qui est le nôtre serait celui-ci, en fait. Parce que, alors déjà, revenons à l'actualité. Donc, on peut lire beaucoup de choses contradictoires. Donc, ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'il nous a quittés à l'âge de 79 ans, qu'on a eu l'info 14 juillet 2025, mais que c'est pas forcément la date de son décès. Et ça, c'est pour des raisons qui concernent sa famille et qui le concernent lui. Mais en tout cas, voilà, on a eu l'information en même temps qu'un Thierry Ardisson. Voilà, c'est à peu près Ouais. ça l'idée. Ou le chinois marrant.
ou ah ouais, c'est vrai qu'il y a le chinois marrant. Et ben, tu sais quoi? Quand j'ai vu passer le truc, je me suis dit: «Je l'ai vu 1000 fois, mais je sais même pas dans quoi, en fait». Ouais, c'est des petites apparitions ici et là, mais bon, vraiment, je pense que le 14 juillet, il y a eu ouais, il y a eu une vague un petit peu nécro, qui s'est mise en place, pour couvrir un petit peu les réseaux sociaux. Bah, c'est là qu'on a appris, le décès de Jean-Pierre Püters Ouais et et puis voilà quoi, du coup, ça s'est vu, on l'a remarqué et puis on avait envie d'en dire quelque chose. mais grave et surtout que, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, en ayant cette info, c'est là que tu te remets à penser que, bah, John Carpenter il est plus tout jeune, Stephen King il est plus tout jeune, Michael Mann il est plus tout jeune et qu'à un moment donné, il y a une petite bascule par rapport à notre cinéphilie, quoi. Tu vois? Ouais, puis on n'est plus tout jeune, nous non plus, tu Non, vois? Non, mais moi, mes parents, la génération de mes parents, ils ont vu, la génération des yéyés, il en reste encore quelques-uns, mais ici et là et tous les jours, s'occuper des trucs, voilà, je pense que nous-mêmes, on est touchés par la question de l'héritage et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on en parle? Et c'est un petit peu aussi, heu, le souci de fond, de Septième Dimension, il me semble, tu vois? C'est de laisser, de l'archivage, de laisser des mots dans un contexte et à la fois hors contexte aussi, tu vois? Par exemple, sur Sixième Dimension, le fait de pas coller à l'actu, c'est aussi, bah, un choix éditorial que tu défends et ça permet de parler, librement, des films dont on a envie, de les choisir librement, et même si on passe à côté de trucs sympas quand on traite l'actu et ben, voilà, c'est aussi ça notre ton, notre liberté et il y a une filiation avec, ce que Jean-Pierre Püters a sûrement, manigancé pendant toute sa carrière, je sais pas si on peut parler de carrière, mais en tout cas durant tout son parcours. oui, je pense qu'on peut parler de carrière, mais tu as raison, il y a le fait de se il le faisait lui aussi dans la revue, on y reviendra, d'essayer de créer sa propre «actu» entre guillemets, mais j'ai envie de te dire, j'ai pas l'impression, Cédric, qu'on passe à côté de grand chose, hein, parce que quand tu vois une merde stratosphérique comme le dernier Superman, franchement, je serais payé pour faire des chroniques, du coup, de podcasts, des chroniques ciné d'actu, j'aurais envie de me pendre, si tu Ah, vois ce que je veux te dire, hein. Alors vraiment un été de merde, hein. ouais, alors bon, après quand tu es payé, ça change la donne. La preuve, il y en a plein qui y vont. Bon, moi, je sais pas, je l'ai pas vu, donc je peux pas en parler, mais je suis pas allé le voir et c'est pas dans mon programme d'y aller non Non, mais je plus. sens tu sens qu'il y a une nouveauté un petit peu dans chaque épisode qu'on fait, on parle d'un sujet d'actu alors que ça a rien à voir en fait, tu vois? On l'amène. Ouais. Mais moi si j'ai un conseil à te donner, ça dure quand même 2 heures et tu sais comme tu viens de le dire, on avance dans le temps. Le temps c'est important et l'argent aussi. Donc voilà, moi si j'ai le meilleur conseil et que je donne aux auditeurs, aux auditrices, c'est voilà, ça sert à rien. Voilà, c'est voilà. Honnêtement, prendre du recul, moi j'ai reculé dans mon siège au fur et à mesure quand même, hein. Le film t'agresse un petit peu en termes d'imagerie, du peu d'idées qu'il a et du «je m'en foutisme», et c'est ça et ça je vais le dire quand même, autant j'étais client, tu vois, de Gunn quand il prend les Gardiens de la Galaxie, parce que les Gardiens de la Galaxie, tu vois, c'est un petit titre pas trop connu. Donc il peut y mettre ses obsessions, tu vois, avec, la bande son, il peut l'habiller un peu pop, ça peut être un peu flingué, ça passe. Là, il fait le même tarif à Superman et moi ce que je reproche à ce putain de film, c'est que c'est cynique et en gros, c'est faussement cool et ça flingue les trucs pour dire: «Ouais, en fait, c'est fait exprès». Mais moi, je te garantis une chose, c'est que le mec, il est pas capable, voilà, d'arriver au slip de Burn de ce qu'a fait son pote Zack Snyder, par exemple, sur le même personnage. Voilà. Ouais, C'est oh, pas ouais, oui. ouais. Alors du coup, on parle pas de Jean-Pierre Püters, mais Si, tiens, on va moi parler de aussi, Jean-Pierre Peters, mais mais moi ça je m'énerve. ouais, mais alors James Gunn, moi je vais en dire un petit mot aussi. James Gunn, moi j'avais trouvé ça plutôt cool, et sympa ce qu'il avait fait sur Super et Horribilis, Mmh mh. que j'ai gardé vraiment, Horribilis, j'avais vraiment trouvé ça très sympa, très bis. Mais, autant ces films, qui ont suivi, ses succès, Gardiens de la Galaxie, tout ça, je les ai trouvés beaucoup moins dégueulasses que la moyenne de ces studios et en même temps, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui fait que le style de James Gunn. Heu, je serais incapable de dire, ou d'essayer de dire, d'énumérer
sa façon qu'il a de filmer, son intention, j'ai l'impression que c'est un mouvement perpétuel qui est plutôt sympathique mais je il y a un truc qui toi, c'est comme une machine à laver. On parlait d'une machine à laver en off juste avant. Ouais, c'est comme un peu une machine à laver. Tu sais pas où est le quand tu tombes dedans, ou les vagues de l'Atlantique, Cédric, tu sais plus où est le haut, le tu, bas, le laisse tu as tomber. sorti la punchline de l'année 2025 et on a la moitié, mais tu l'as sorti. James Gunn, c'est un peu comme une machine à laver. La dernière personne qui a dit un truc comme ça, c'était Joey Starr qui était cité par Mathieu Kassovitz sur Vin Diesel en disant que c'était un peu comme une pompe à vélo. Merci Cédric. Parce que Cédric est du Sud, donc c'est pour ça que je l'ai recruté, parce que je savais ça serait un magasin à punchline, tu vois, par moment. Ouais, ouais, j'arrive, hein, ça fait 10 mois, j'essaye, hein. C'est pas simple c'est pas simple l'exercice, hein. Donc Tu Jean-Pierre, me si tu tu me nous écoutes, mobilises. de là où t'es, j'espère qu'on t'a fait régaler avec cette comparaison. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, eh ben, Jean-Pierre Peuters, donc, c'est qui? Donc, avant d'être le créateur de Manwith, c'était quand même un gars un peu comme nous. Voilà. Donc, qui aimait pas trop ce qui se passait autour de lui. Voilà, il se sentait pas, comment dire, c'était pas le plus sociable des gens. Enfin, oui, je sais pas si ça se dit le plus sociable des gens. Le plus sociable des personnes, ça sera mieux. Ouais, ou le plus adapté peut-être, à la norme, ou à ce qu'il entendait. J'ai envie de dire, c'est un mec issu, de la sous-culture ou de la contre-culture. Moi, C'est c'est un ça. peu comme ça que je le ressens, le gars. Donc, biberonné aux Famous Monsters of Filmland, à midi, minuit, fantastique, dans les années 60 en France. Donc, tout ça, c'est des revues, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et ceux et celles, hein, parce que n'oublions pas que nous avons aussi des auditrices, hein, donc nous les impliquons régulièrement. Et un peu rêveur, un peu inadapté. Et pour lui, en fait, le cinéma, c'était la vraie vie. Voilà, ça, c'est lui qui le disait. En fait, c'était le domaine de la rêverie. C'était des aventures extraordinaires, etc. Et donc, très rapidement, donc il fait son boulot qu'il a toujours considéré, même s'il se débrouillait bien en tant que pâtissier, parce que le mec a grimpé les échelons, hein. Mais globalement, ce mec-là, voilà, il était passionné. Donc très rapidement, il échange au travers, à l'époque, de ce qu'on appelait les petites annonces avec des passionnés. Il se met à écrire quelques articles pour d'autres fanzines, hein, parce que voilà, on explique, hein, un fanzine étant une revue non professionnelle, donc distribuée soit par correspondance, soit dans des points de vente, voire les deux. Et lui vient cette idée, début d'année 72, voilà, de faire lui-même sa revue. Et voilà, je le paraphrase, je le cite, hein, pour lui, c'était une sorte de carte de visite, voilà, envers le monde, quelque part. Donc, et de pouvoir, parce qu'il le disait, il se sentait vraiment seul à l'époque. Donc, c'était un moyen de trouver des gens comme lui, en fait, et d'échanger. Et je trouve que le point de départ est noble, en fait. Parce qu'il n'y a aucune idée d'argent, en fait, derrière ça, si tu remarques bien. Non, non, il y a un mec qui est dévoré par sa passion sûrement. Alors moi, je vais pas affirmer des choses sur Jean-Pierre Puters parce que je n'en ai pas les moyens, ni le talent, ni la légitimité. Mais ce qui transpire, de sa démarche et de ce qu'il a pu en confier, c'est, une passion dévorante et je pense que là-dessus, heu, il y a là aussi, il y a une filiation, tu vois? Il y a un ressenti commun. Et le type, avait quand même un esprit, d'entrepreneur ou de prise d'initiative ou de création et c'est ce qui fait la différence entre un gars qui est passionné tout seul chez lui et qui le partage plus ou moins, ou plutôt moins et puis, quelqu'un qui a l'initiative comme lui et qui va réussir à créer finalement, toute une, je savais pas si je parlerais de communauté, mais en tout cas une visibilité, à une nouvelle façon de parler du cinéma et d'un cinéma qui n'était pas, apprécié ou qui était moqué, parce que les journaux ou, la presse spécialisée faisaient à l'époque. On Oui, était, parce que c'est bien de remettre dans le contexte, hein, donc c'est quand même une démarche DIY post-68 art, voilà, post-68.
Et si on remet dans le contexte à l'époque, les 2 journaux en fait, qui ont pignon sur rue en termes de cinéma, c'est, Les Cahiers du cinéma et Télérama. Voilà. Et à cette époque-là, dans les Cahiers du cinéma, tu as ce qu'on appelle la nouvelle vague. Donc tu as des critiques qui passent à la réal. Après on en pense ce qu'on en pense, mais en tout cas ils l'ont fait, que ça soit Godard, Truffaut, Romer, ces gens-là en fait sont passés à la réal. Mais le cinéma, c'était ce qu'on reproche souvent au Festival de Cannes, c'était une forme d'intelligentsia à la française, c'est-à-dire que nous ici on fait de l'art, on est des auteurs, tout ce qui va être du domaine de la forme, voilà, nous ce qui compte en fait, voilà, c'est quasiment du théâtre filmé, et cetera. Donc on est des auteurs et tout ce qui est autre en fait c'est de la merde. Voilà. Et c'est bien de le dire dans cet épisode-là en fait parce que pour les jeunes lecteurs ou d'autres lecteurs qui ont notre âge, qui auraient commencé à lire les cahiers du cinéma au début des années 2000 ou Télérama. Mais ce qu'il faut comprendre, alors même si les équipes rédactionnelles, elles ont changé, c'est que ces gens-là, là, aujourd'hui, là, que tu retrouves sur des éditions de John Carpenter en Blu-ray, c'était les mêmes qui chiaient dessus des années auparavant. Et c'est pour ça, regarde, ça va te faire rire, Cédric, que je n'ai jamais, même si le master était bien, daigné acheter une édition d'un film de Carpenter avec le sceau de Télérama dessus ou des cahiers du cinéma, tu vois? Ça, Moi, je c'est fais pas ça. moi non plus. Ça, c'est de l'engagement, tu vois? Ça, c'est de l'identité. Ça, c'est de la subculture. Ça, Un un c'est de la rébellion oui, et il faut avoir un petit peu un esprit rageux. oui. Il faut savoir, en fait, il faut savoir se situer dans un environnement, à ce moment-là. Alors moi, je resitue un petit peu, mais au moment où tu deviens lecteur Mad Movies, dans les années 70, 80, 90, c'est que tu vas y chercher quelque chose et que tu as nécessairement distingué du reste. Mais oui, parce que tu vois, le portrait que je dresse des cahiers du cinéma, en fait, c'est quoi les cahiers du cinéma et Télérama? C'est un peu ton père, tu vois, quelque part. Tu sais, qui te dit: «Tu un peu à regarder tes conneries là», voilà. Ça, c'était ça. Et tu trouvais un espèce de vent de liberté là-dedans. Mais on va y arriver, on va y arriver. Ouais, Donc parce que j'ai des trucs à dire moi aussi là-dessus. oui, oui, Allez hop, hop, hop. mais on va y venir. Donc le mec lance son fanzine. Déjà, il mettait dans son premier édito, alors ça je l'avais relayé ailleurs, même dans 7 dimension et ça m'avait marqué parce que dans ce numéro 1, il disait pas de grandes phrases, pas de grandes clairement pas de grandes phrases pour le présenter parce que demain il sera peut-être déjà mort. Et tu déjà là toute la démarche du gars, en fait. C'est-à-dire que lui, il le fait, il sait très bien que, ça donnera que dalle, mais ça on s'en fout, on y va pour le fun. Et moi, ce que je voulais aborder, c'est que, donc, Putters, il fait, ce fanzine de manière bimensuelle. Alors j'ai pas sourcé si au début c'était trimestriel, ça a toujours été bimensuel, mais globalement, il y en a pas un par mois. Il le fait pendant 10 ans avant que, ça soit professionnel. C'est-à-dire que le mec, il professionnalise le truc au bout du numéro 22. Et je Mmh. sais pas si tu imagines l'énergie dépensée, parce que je vais te donner un fait, voilà, et après on rebondit, je te laisserai rebondir dessus. C'est-à-dire que le mec faisait, des nuits complètes à travailler sans relâche dans la pâtisserie et cetera. Il prenait tout l'argent qu'il faisait en extra quasiment et il l'injectait dans les tirages. Tirage qu'il allait alors au début, il a lui-même, fait du photomontage. Alors déjà, faut voilà, faut être un peu énervé. Tu vois? Il les assemblait lui-même. Après, il avait trouvé un imprimeur, négocié les trucs, donc il allait payer chaque numéro le prix que ça alors il le vendait le prix que ça lui coûtait, pour ensuite les mettre à l'arrière de la camionnette, déverser dans les librairies parce qu'il y a pas internet, les amis, à cette époque, il y a rien. Donc le mec travaillait pour payer ses exemplaires, il les vendait ou pas, peu importait. Je sais pas si tu imagines? Il me fait penser un petit peu à quelqu'un à qui je suis en train de parler, à toi. Non, Un peu à modestement. non, mais non, ouais, mais à ta dimension et chacun dans son style et à son époque. Mais tu confies, hein, souvent un peu, tu bien, rappeler un petit peu l'énergie et le pragmatisme, et l'envie d'écrire et tout ce qui a teinté l'évolution de 7e dimension. Tu vois, moi, je suis qu'un mec qui s'est greffé à quelque chose d'existant. Mais je retrouve, finalement beaucoup de similitudes dans ce qui est dit là, Ah entre mais toi-même, ta volonté, et celle de Putters dont on est en train de parler aujourd'hui. ça, c'est une anecdote que je raconterai sûrement à la rentrée aux étudiants.
Tu sais, parce que on a une génération aujourd'hui de jeunes là, qui regardent des mais on va le dire, hein, de la merde sur les réseaux, fait par des gens, que je nommerai pas, qui sont là ou qui s'adressent à toi en mode jeune entrepreneur, où ils t'expliquent en fait que, si tu fais ça en 2 semaines, mais et là, tu as un exemple de la vraie vie. Alors les gens pourraient dire: c'était pas la même époque». Peu importe. Le mec pendant 10 heures, il charbonne, heu, voilà, pour prendre une expression actuelle, et pour information, il passe pro au numéro 22 en 82, et je crois que, alors c'est pas de la numérologie, mais je crois que pour passer pro en presse, je crois que c'est 20 000 exemplaires que tu dois faire. Donc le mec finance les 20 000 exemplaires, et je sais pas si tu vois? Voilà, je te laisse multiplier, c'était vendu, 20 balles. Ouais. Donc on fait la multiplication de ce que le mec injecte avec l'énergie de la foi, en fait. Mmh. Et Mad Movies, du coup, donc Putters, on l'associe, à Mad Movies évidemment, c'est son bébé, c'est son héritage et voilà, c'est totalement associé à lui. Toi, par exemple, est-ce que tu as un souvenir, clair, précis de ta première entrée en matière sur le sujet? Alors, elle se fait, j'ai envie de te dire, elle se fait en 3 temps. Le premier temps, c'est comme tout le monde, moi je suis gamin, tu sais, c'est l'époque T2 en fait, tu vois? Ouais. Donc, tu sais, tu as beaucoup, parce qu'on n'a pas cité, hein, il y avait l'écran fantastique, mais bon, ça on en parlera pour d'autres raisons rapidement, qui est même sorti un peu après, mais qui a pas la même vibe, même s'ils sont toujours là. Je suis pas là pour taper sur l'écran fantastique, bien entendu, bon, ils m'ont rien fait, hein, donc c'est très bien ce qu'ils font, mais globalement, quand tu passais en kiosque, Mad Movies, c'était un peu le genre de canard qui t'attirait le regard. Parce qu'il y avait toujours une couverture folle, donc tu avais l'impression qu'il y avait pas de censure, en fait. Donc déjà, moi, ça me parlait, mais j'osais pas y aller, en fait. Ouais. Le 2e temps, c'est que, ouais, c'est l'année 93, bah, là, je rencontre, celui qui restera mon meilleur pote à ce jour, même si on se voit plus, mais c'est le pote d'enfance, tu vois? Qui me donne cette passion, et quand je vais chez lui, hein, tu sais, c'est le même, comme je te disais, qui avait pas donc, alias Peterson, hein, avec qui on a fait la revue, qui n'avait pas les cassettes dans les dans les boîtiers, si tu vois ce que je veux te dire. Mais par contre, chez lui, c'était un vidéoclub. Le mec avait fait un vidéoclub à son image, et il avait ses Mad Movies, qu'il gardait par pile religieusement, et voilà, la deuxième accroche, c'était les numéros spéciaux. C'est-à-dire que moi, j'avais plein de questions, tu vois? Par exemple, tu vois, j'avais vu ça, l'adaptation par Tommy Lee Wallace du roman de Stephen King. Il me sort un numéro, un dossier spécial sur Stephen King. Je sais pas si tu. Donc là, tu as 13-14 ans, tu as entre tes mains une bible, en fait. Voilà, donc tu dévores, tu as des dossiers loups-garous, tu as des dossiers vampires. Là, je commence à devenir accro, mais j'achète pas, en fait. Ouais. Et Donc là, et tu comme tu 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 consultes chez ton pote? voilà, je consulte chez mon pote, il veut pas trop me les prêter, mais il m'en prêtera une fois de temps en temps, que je lui ramènerai à heure fixe, si tu vois ce que je veux te dire. Donc, tu sais, que tu feuillettes avec des gants, où tu t'assois correctement, tu sais, pour pas le plier, tu vois? Ouais. Et après, moi, j'ai mis un peu de temps avant d'acheter, mais moi, j'achète, en fait, à partir du numéro 100. Voilà, tu sais, les 100 films cultes. Donc on est en 96, et j'achète et je m'abonne, voilà. Et je resterai abonné, oh, pendant longtemps, même après la passation. Je crois que je resterai abonné, jusqu'au numéro 200, si je dis pas de bêtises. OK. Et toi, Cédric? Eh ben, alors moi, tu sais que j'aime bien m'attarder des fois dans des détails complètement inutiles. Est-ce que ça sentait la pisse de chat? Ouais. Moi, quand j'étais môme, quand j'allais faire, ma mère, quand j'allais faire les courses avec elle, je disparaissais moi en rayon jouets et je bavais devant, tu vois, les boîtes de Star Wars, de G.I. Joe, tout ça, et je pouvais passer 1 heure, juste à rêvasser devant les images. Ouais. Et heu et ça, c'est assez similaire de ce qui m'est parvenu après. C'est que une fois que je ne zonais plus dans les rayons jouets, je zonais dans les papeteries, tu vois? Dans les rayons presse, dans les galeries marchandes. Et puis, il y avait toujours ces images de Mad Movies là, qui commençaient à partir de 12 ans, un petit peu à m'interpeller, tu vois? Et moi, j'ai cédé, sur un été, c'était le numéro 60. J'ai cédé parce qu'il y avait un petit article sur SOS Fantôme 2, Mmh. et ça me faisait quand même, très envie, de prendre ce magazine qui m'avait l'air,
tu vois, comment dire? Pas dans les attendus, qui avait l'air d'être déjà une grosse connerie de ramener ça chez soi, en le feuilletant, en regardant les images et il y avait un dossier spécial dedans qui était, sur les méchants. Et donc ça reprenait, tout le pan, du cinéma fantastique et ça te faisait des petits, comme ça, des petits articles, avec des photos sur plein de méchants du cinéma. Et puis tu avais un Freddy qui sortait à ce moment-là, tu avais un Vendredi 13 qui sortait à ce moment-là. Donc j'ai envie de dire, ce numéro, je suis rentré par SOS Fantôme 2, tu vois? Ça, c'était mon esprit, gamin, tout ça, et finalement, en fait, je m'y attendais pas, mais ce qui m'a interpellé, c'est tout le reste, les articles sur les effets spéciaux et je me suis découvert, dès ce numéro-là, à me poiler en lisant des articles. Heu et à partir de là, je les ai achetés tous les mois. Et moi, j'avais pas autour de moi des potes qui lisaient ce genre de trucs et je crois que j'en ai jamais eu, en fait. J'ai toujours été assez, seul, dans ce délire ou en tout cas, je croisais pas d'autres personnes, qui lisaient ça. Alors à côté, je pouvais acheter de temps en temps un écran fantastique, mais j'y trouvais pas le même humour, j'y trouvais pas, la même mise en page, il y avait de l'intérêt, mais c'était pas le même. Je pouvais lire aussi d'autres trucs, plus, généralistes comme Studio, ou Première, tu vois? Ça ouvrait un peu plus, d'autres choses sur le cinéma français, sur le cinéma, grand public. Mais ce qui me fascinait, c'était quand même ces gueules de monstres, ces histoires fantastiques et puis comme je viens de te le dire, cet humour qui transperçait, tous ces petits articles, les notules, tu sais les trucs que tu lis aux chiottes? Tu Oui, pars pas pour 1 heure, tu vas lire un petit truc comme aujourd'hui peut-être tu cliquerais, sur tes réseaux sociaux à lire un petit article qui te prend pas beaucoup de temps ou et ben en fait t'écouterais un épisode Septième Dimension sur le trône. C'est possible. ouais, on s'est jamais fait. Ah bah, après ils sont longs, hein, donc faut une grosse envie quand même, hein. Ouais, ouais, on a envie de s'enfermer un moment, mais Ouais. bon, bon voilà. Mais Donc du coup, c'était cet humour et cette entrée en matière qui était pas, tant, avoir, une connaissance ou, prolonger, du cinéma fantastique, mais l'humour permettait d'y rentrer, et c'était, moi je dis, c'est habile quoi, ouais, il y avait un ton qui était très spécifique. Même si tu vois à l'époque, tu vois, tu me parles des autres lectures, bon, globalement, je vais pas te mentir, j'ai dû avoir du studio et du ciné live, mais comme dirait, mon fidèle comparse, c'était pour les photos et ça permettait de les découper, de refaire des jaquettes derrière, voilà. Mais globalement, si tu voulais, ne pas avoir d'avis sur un film, tu lisais studio ou ciné live, hein. Tu tranquille parce que tu en savais autant avant qu'après en fait, globalement. Un peu malheureusement comme l'écran fantastique aussi, depuis ouais, toujours. mais studio et ciné live, ils étaient pas fascinés, en fait, ils avaient pas la culture du réalisateur. Non. Comme, l'avait Mad Movies ou du comment on fait un film. Eux, ce qui les fascinait, c'était les stars. Oui, oui, Voilà. c'était une sorte de GQ, tu vois? Avant l'heure, mais côté Ouais, cinéma en fait. ouais et puis après tu avais, moi je me rappelle, j'avais des potes, j'allais chez eux, il y avait Télérama, mais en fait Télérama, pour leurs darons, c'était plus une déco qu'ils mettaient sur la table basse, Mmh. un élément, un élément d'appartenir à une certaine culture un petit peu bourgeoise, mais Merci, j'allais te le dire, c'était ça, Mais voilà. mais ouais, c'est ça, c'est les gens, qui se targuaient d'avoir vu l'ours, qui en avaient pas compris forcément Putain, grand-chose, qui avaient acheté la VHS et puis qui en étaient restés là et puis, tu avais le numéro, toi, tu avais sur la table de chevet un numéro qui avait déjà 3 4 ans et ils en avaient pas racheté d'autres, mais ça faisait partie de la déco. Putain, tu veux que j'ai une anecdote là-dessus qui va te faire rire. J'avais un pote, mais un gros métalleux des enfers et en gros, il achetait des Hard Force et des Hard Navy qui cachaient dans d'autres magazines et je m'en et tu sais, il pouvait pas avoir les cheveux longs et putain, il jouait de la guitare, il riffait comme un porc, hein et on lui disait: «Mais putain», je lui dis: «Putain, mais c'est ouf, et tu sors» et le mec nous disait: «Non, mais tu te rends pas compte, moi, ma mère, elle lit Télérama» et tu sais, tout le monde faisait: «Oh!» tu sais? Tu sais, le mec, il est en prison, tu captes ou quoi? Ouais, ouais, tu sais, l'esprit rigide. Voilà, l'esprit rigide et ce qui est fou, c'est que ça se confirme toujours. C'est-à-dire que, tu vois, mon pote, c'était un peu putain, le podcast va partir en couille dans 2 secondes. C'est un peu l'équivalent des petites, étudiantes catholiques, tu vois? Plus tu serres la vis et plus tu obtiens l'inverse, en fait.
Tu vois? Ouais, ouais. Ouais, fallait le dire. Mais écoute, c'est un épisode en hommage à Jean-Pierre Peutor et je suis sûr que ça le ferait rigoler et qu'il aurait même une anecdote là-dessus. Il aimait bien les vannes de curé d'ailleurs. Donc, Mais en fait, heu, c'était pour compléter 2 secondes, c'était oui, peut-être l'âge d'or oui, de je la suis presse d'accord avec toi. magazine. Comme aujourd'hui, finalement, si tu veux faire, penser un produit, penser, quelque chose, tu vas forcément, partir sur du YouTube ou de l'internet ou du réseau social. Mais à cette époque-là, c'était la presse et c'était un acte volontaire, Oui, et oui. payant d'aller le chercher, mensuellement et t'attendais même, tu sais, je sais pas toi si ça t'est arrivé, mais tu avais toujours 2-3 jours d'avance. Moi, j'allais toujours arpenter On le fait les, toujours ça. heu, Mais les oui, les je m'en trucs, rappelle. les Il kiosques, est pas sorti, il est pas ouais, il est sorti. pas sorti, tu retournes le lendemain, tu comme un cafard autour du truc, tu vois? Oui, oui, mais je vois très bien, mais tu soulèves quelque chose qui est intéressant aussi. Tu vois, si on compare et je le redis encore, c'est pas une vision de vieux con, parce que c'est quand même la vision actuelle. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui va faire une démarche aujourd'hui sur les moyens qui sont les nôtres, hein, comme tu as dit, les réseaux sociaux, pense de suite à une rémunération, pense de suite à combien je vais gagner d'argent. Donc alors que ces gens-là, à l'époque, ils faisaient un truc, ils s'étaient payés, mais c'était pas ça le truc, en fait. Donc ils étaient payés souvent de la merde, donc mais ils le faisaient parce qu'ils kiffaient et c'est vrai que le ton, tu vois, regarde, je vais te donner des trucs qui ont rien à voir avec Mad Movies, mais dans la même époque, 93-94, moi je lisais, tu vois, côté jeux vidéo, du Player One, du Console Plus, le ton, ça a rien à voir avec aujourd'hui. Et puis ça traitait d'autres choses aussi, à ce niveau-là, tu vois? Je t'ai cité Hard Force et Arden Navy. Tu avais une presse quand même où les mecs qui étaient derrière, ou les mecs ou les nanas, peu importe, et ben, ils mouillaient le maillot un peu, tu vois? Sur le truc et tu sentais que c'était des vrais passionnés. Tu vois, regarde, si on fait un comparatif, tu vois, on parle de Jean-Pierre Peuters, qui se démerde, pendant 10 ans à lui-même amené à l'imprimerie et tu t'en rappelles les mecs là qui tapaient les solus de jeux vidéo là? C'était pas des fous furieux de l'espace eux aussi à prendre des screens et à faire les trucs dans tous les sens? Bah, ouais, ils sont partis de rien. Ils sont partis aussi, pareil, d'une contre-culture, d'un truc que tout le monde montrait du doigt ouais, moi j'avais un petit peu autour de moi en fait, chacun avait un peu, moi j'avais des potes qui étaient dans l'infographie, donc ils allaient vers des magazines, qui, parlaient du début de l'infographie. Mmh Pareil, mh. j'avais des potes métalleux, c'était leur magazine de batterie ou leur magazine, de guitare. Moi, de mon monde, je me disais: «Qu'est-ce qu'il lit sur la batterie et la guitare qui l'intéresse tant ça que d'aller chercher, tous les mois son magazine?» Mais moi, j'étais dans mon propre délire sur le cinéma fantastique Et et c'était un peu exclusif, en fait. C'était un petit peu, tu ça te sortait, en fait, ça t'apprenait des choses et ça te donnait l'impression que tu étais pas forcément tout seul, mmh mais mh. tu vois, il y avait pas le sentiment communautaire, à part sur les dernières feuilles de Mad Movies où tu avais un petit peu, ces petites annonces là, un peu improbables de mecs qui te vendaient, des trucs, tu savais pas d'où ils les sortaient. Mais Oui. et je crois que tu es un petit peu apparu là-dedans, d'après ce que tu avais un peu confié? Oui, 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 là, on va un peu plus loin, mais je reviendrai sur ce que tu as dit, sur cette démarche-là et ce que ça nous a apporté. Mais, oui, j'ai eu, l'honneur avec mon comparse que nous soyons publiés dans le numéro 118 parce que on avait expliqué, on s'était directement adressé à Jean-Pierre Peuters et du coup, on a été publiés. On avait dit qu'on avait vomi le numéro spécial manga, tu vois? Et que ça nous plaisait pas. Tu sais, on avait listé tout le truc et lui-même nous avait répondu dans le courrier des lecteurs que globalement, c'était pareil pour lui. Ça, j'en avais adoré, tu vois? Ouais. C'était lui Ouais. qui ouais, parce que même dans le courrier des lecteurs, je me rappelle, Oui, il souvent répondait. entre parenthèses, il se foutait de la gueule des mecs, tu vois? Il leur Mais donnait c'est un petit ça, surnom, voilà, il les pétait en 4, juste sur 3 mots. le ton qu'il y avait, dans ce magazine et qui faisait sa force, c'est que au delà de la passion et des rubriques, c'était les private jokes. C'est-à-dire que tu sentais le rédac chef qui relisait les articles et qui les mettait en forme et qui mettait des «Ah bon?» entre Ben parenthèses sur ouais, les oui. trucs où il envoyait des vannes et ça, je vais pas te mentir, 7e Dimension Papier a repris ce truc-là. Voilà, on a repris ce truc-là et c'est un peu le style qu'on a dans l'audio et qui m'a plu. Je me suis dit: «Mais le truc, il est à tiroir, en fait, le magazine». Tu peux t'éclater sur une petite annonce comme sur une chronique de film. En fait, tu as le même ton partout, en fait. Ouais, puis il fallait avoir un peu des couilles quand même pour écrire du coup. Parce que moi, tu vois, même courrier des lecteurs, pareil, hein, des fois, il alors le courrier des lecteurs, qu'est-ce que c'est pour les plus jeunes? C'est,
Bah, c'est les lecteurs qui faisaient des longues lettres, qui les envoyaient et puis, ils en sélectionnaient quelques-unes et ils les publiaient en début de magazine Ouais. et ils répondaient et souvent les mecs quand même, ils se faisaient un petit peu tailler Oui. et il fallait avoir du courage, hein, pour écrire parce que ça soulève beaucoup de susceptibilité, quoi. Tu peux te retrouver du jour au lendemain en disant: «C'est des cons dans ce magazine, tu vu comment il m'est répondu, je leur écris je les lis plus, je les leur écris plus, mais surtout je les lis plus, quoi». Mais et c'est surtout qu'en plus, t'avais le magazine dans le magazine, c'est-à-dire dans le courrier des lecteurs, t'avais souvent les mêmes gars. Je crois qu'il y en avait un qui était à fond de numérologie, qui faisait des il y avait des trucs de l'espace, hein. C'est une sorte de marabout ou quoi et il était pris à chaque fois dans chaque revue. T'avais un comptable. Même moi, j'ai eu un comptable, hein, dans 7e dimension, voilà, qui m'avait envoyé des trucs pour qu'on essaye de gagner de l'argent. Donc non, non, t'avais des gens de l'espace et c'était incroyable. Et dans ces histoires, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, que tu sais pas si ça a créé une communauté, mais si, parce que n'importe quel réalisateur français qui a fait du genre a rencontré des collaborateurs dans les petites annonces, notamment David Scherer pour le maquillage. Tu as eu même, j'ai plus son nom là, le réalisateur de Martyr, qui avait participé qui avait envoyé des trucs dans les petites annonces, parce que tu avais aussi dans les Mad Movies, pendant une période, hein, je pense que c'était la période des années 80, tu avais aussi une rubrique sur les effets spéciaux, où tu avais soit des gens des effets spéciaux, soit des amateurs, en fait, qui proposaient des petits tutos, en Oui, fait. oui, oui, c'est vrai, oui, je m'en rappelle, oui. Oui, ouais, ouais, avec des petites illustrations et en effet, l'idée, c'était de faire comme les grands, mais parce que les moyens étaient accessibles. Mais en même temps, moi, quand je le lisais, je comprenais rien. C'était super Mais personne ne technique. comprenait Il te rien. il te disait d'aller chercher tel produit ici et là. Toi, tu étais pas pharmacien, tu vois? Tu avais pas ça sous le coude, mais c'était un peu fascinant à lire. Donc c'était un magazine qui se dévorait, qui se lisait de Bien A à trop vite, Z. d'ailleurs. Ouais, alors moi, je dis pas que je les ai lus tout de suite en entier, tu vois? Heu, mais je sais pas si c'est une discipline, mais c'est quelque chose qui s'apprend et en fait, toi, à manger, ça alimente la gourmandise et puis, ouais, après quand tu les achetais, moi, je sais pas, je pense qu'en 2-3 jours, je les torchais et les 25 jours qui restaient étaient un petit peu longs, le temps d'en retrouver un, tu vois? Ah, Et puis tu avais des bons films. mais Putain. t'avais des bons films, c'était pas la même époque, il y avait une vraie, et puis c'est ça aussi qu'il faut souligner, c'est que le mec part de rien et passe les meilleures époques, c'est-à-dire années 80-90 du cinéma qui nous intéresse et se constitue, parce on va le citer, parce que, tu vois, on parle de Jean-Pierre Potters, il y a eu d'autres gens, hein, dans le comité de rédaction, mais un gars comme Didier Alouche, qui était sa porte d'entrée, parce que le mec, voilà, il a été embauché aussi parce qu'il parlait bien anglais. Et ce mec s'est fait sa carrière, il a fini sur Canal+, hein, Ouais, c'est lui qui couvre, ouais, les Oscars, tout ça, là, depuis voilà, longtemps. Ouais. et c'est lui qui leur ramenait toutes les interviews, qui faisait le lien, donc ils ont pu, avoir, mais t'imagines même pas l'héritage, ça serait trop long à citer, mais de Sam Raimi à Peter Jackson et cetera. Ils ont eu tous ces gens-là depuis le début, en fait, C'est ça. et ils avaient réussi à créer un sentiment de camaraderie parce que ce magazine, contrairement à certains, les a accompagnés quand ils étaient pas connus et tu vois, par exemple, on va le dire, Capture Mag, l'équipe de Capture Mag, ça a été un comité de rédaction d'une époque de Mad Movies et tout ce qu'ils citent dans leur podcast, les liens qu'ils ont avec les Guillermo del Toro et James Cameron, c'est grâce à Mad Movies. Ouais, Voilà. c'est le répertoire Mad Movies que bon, après ils s'en cachent pas vraiment, hein, mais ouais, c'est le répertoire Mad Movies, c'est la carte de visite Mad Movies qui leur permet aujourd'hui de nous faire des podcasts, passionnants aussi, hein, sur les réalisateurs, tout ça. On est d'accord, mais tu vois, Mmh. le point d'origine, c'est qu'un Putters va avoir une interview d'un gars qui jusqu'à présent était un simple, charpentier menuisier sur des séries Z, qui s'appelle Jim Cameron, si tu vois ce que je veux te dire, qui fait Terminator, qu'on retrouve à Avoriaz. Le mec aujourd'hui, voilà, tu vu la carrière, mais le mec s'en souvient, en fait. Tu Ouais. vois, c'est tout bête, mais à mon très, 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 tu vois, j'ai mis beaucoup de très modeste niveau. Quand je contacte, moi, Eduardo Sanchez pour son film Altered en 2006, qui n'est pas sorti en France, bah, le mec est étonné parce qu'un Français lui demande une interview. À chaque fois que le mec, je le recontacte, mais même je le recontacte maintenant, il s'en souvient. Je lui ai envoyé des numéros, on a créé un lien. Donc, ce truc-là que j'ai eu moi dans cette intervention, je sais qu'ils l'ont eu avec d'autres en fait.
Et c'est ça qui faisait la force, en fait, de Mad Movie, c'est ce lien aussi, ces exclusivités qu'ils avaient sur les tournages, et cetera, sur les interviews et puis le ton, parce que dans les interviews qu'ils donnaient, c'est pas l'interview promotionnelle classique. Donc tu avais quand même des choses qui étaient cool. Mais au-delà de ça, et c'est pour ça, parce que l'idée, c'est pas de faire, on se l'était dit, hein, Cédric, c'est pas de faire un podcast de 3 heures, hein, parce qu'on pourrait faire 10 heures, mais c'est pas le but. Mais ce qui était plaisant dans le ton, c'était aussi qu'il y avait des rubriques. Il avait réussi à créer des rubriques en tant que rédac chef qui permettaient de ne pas suivre l'actualité. La Mad rubrique, on en parle. Alors, rappelle-moi, c'est quoi la mad rubrique? La Mad rubrique, il relevait tout ce qui était fait dans la presse ou ailleurs, ou en télévision, dans Télé 7 jours. Il avait, comment elle s'appelle là, Elisabeth Tessier, je sais plus, une voyante, il l'avait dans le collimateur à chaque fois. Oui, c'est Donc, vrai, ouais. il allumait Télé 7 jours. Moi, je me rappelle je sais même plus quel numéro c'était. T'avais une interview de David Duchovny. Il avait repris la photo parce que David Duchovny était à poil avec sa bite dans une tasse. Il avait relevé des trucs comme ça. Donc, t'avais la mad rubrique où il allumait un peu tout le monde. Déjà, son édito était, je sais pas si tu t'en rappelles, au fur et à mesure, il devenait de plus en plus long. Où il parlait de tout et n'importe quoi sauf de cinéma, en fait. Ça, c'était Ouais, top. ouais. Et du coup, tu avais la mad rubrique, tu avais The Flying Jacket sur les films ressortis à la va-vite, tu sais, la malfaçon et tout ça. Donc ça, c'était top. Et tu avais aussi les notules lunaires avec ces films que tu verras jamais, en fait, au final. Ouais, Voilà. c'est ça que je dis aux shots pour beaucoup, moi. Mais oui, mais c'était génial. Avec Sam Elving, et après, tu apprends que ce pseudonyme, c'était un peu tout le monde qui faisait Sam Elving, en fait, globalement. Et je me rappelle qu'ils avaient même lancé, mais ça va te plaire, 7ème Dimension Universe. Ils avaient lancé, genre, je sais pas si c'est à partir d'Hellraiser 1 ou bien avant, mais en tout cas, je me rappelle, la rubrique forum où tous les chroniqueurs échangeaient sur un film. Voilà. Il y avait le pour et le contre, mais tu avais le forum. Et je me rappelle de sorties de route dans les commentaires. Genre, tu avais le mec, je sais plus quel chroniqueur aimait bien Hellraiser et t'en as un autre qui l'aimait pas. Et celui qui l'aimait bien disait ouais, ben tu sais quoi, moi, ton paradis, je m'en fous. L'enfer, ça a l'air plus cool. Ils envoyaient des vannes comme ça dans le truc. C'était hyper. Franchement, ils rigolaient zéro, hein. Il y avait pas un type qui s'appelait Lemaire qui écrivait en Mad Christophe Lemaire, Movies? ouais. Ouais, Ouais, ouais. Ouais. ouais, ouais, je me rappelle de son nom, mais bon après, faudrait, moi j'en ai pas relu en fait, tu vois? Toi, je sais que tu les as gardés. Tu as Bah, beaucoup de Mad Movies, dans des cartons dans ta cave ou ton grenier. Et ben d'ailleurs, j'en profite aussi pour refaire un petit coucou et une dédicace à une auditrice illustre de 7ème Dimension, qui m'a quand même envoyé des anciens numéros pépites. Voilà, donc à partir et des numéros voilà, qui aujourd'hui sont compliqués à trouver, enfin à un prix correct, hein, notamment comme des numéros avec le 27, le 29, le 30, tu vois. J'ai quand même des numéros 40, tu vois, des numéros illustres avec du Indiana Jones, des choses comme ça. Franchement, c'est le kiff. Donc Ouais. merci encore. Voilà, donc et je sais qu'elle écoutera ce podcast. Voilà. Donc ouais, j'en ai un wagon. Et non, j'ai pas voulu relire pour pas biaiser, parce que moi je voulais réagir pas forcément à chaud, mais plutôt sur le côté souvenir, parce que je les ai poncés tellement qu'ils font partie de mon ADN, si tu vois ce que je veux te dire. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'au-delà du ton, et pour faire un comparatif avec aujourd'hui, c'est qu'aussi, moi, la culture que j'ai, et je pense que la tienne et celle de beaucoup d'autres, ben, elle vient de là, en fait. Parce que c'est eux qui ont forgé ma culture. Parce qu'on était dans une ère, on parlait d'effort, c'est-à-dire on va dire que dans la cour de l'école, quelle qu'elle soit, lycée ou collège, quelqu'un disait ouais, est-ce que tu as vu ça? Ah, t'étais là, t'étais hypé. Voilà, t'étais hypé par le truc. Donc, et avant de récupérer le dit film ou les films, avant de les récupérer par les moyens qui étaient à ta disposition, c'est-à-dire Vidéo Club ou les potes qui te font une dupli, t'allais récupérer un Mad qui en parlait. Et Mad, c'était Dieu. Donc, c'est-à-dire, si Dieu avait Ah, dit que c'est vrai. c'était nul, eh ben, tu le regardais pas. Si tu vois ce que je veux te dire. Mais j'ai pas souvenir en fait qu'ils qualifiaient, les films de bien ou de nul. Tu vois, ils arrivaient à surpasser ça. Alors des fois, ils taillaient, mais j'en suis pas si sûr que ça. Moi, Ah, je pense qu'ils arrivaient à propager de l'intérêt. Heu, En fait, c'était une autre façon de faire de la critique, tu oh, vois? ça taillait un peu quand même, Ouais, hein. ouais, Ouais. c'est pas ce qui m'a marqué le plus, tu vois? Tu vois, par exemple, moi j'ai relevé des noms, je les ai marqués, mais bon, je les connais de mémoire, hein, mais pour pas les oublier, tu vois, maintenant quelqu'un qui réintervient sur Capture Mag, qui avait été rédacteur en chef
en prenant la suite de Jean-Pierre Peuters, qui est Vincent Guinberg, et Guinbert plutôt. Et on se rappelle, je me rappelle encore, lui il taillait. Lui il taillait. Déjà, c'était un grand fan de Paul Verhoeven, donc dès qu'il y avait du Paul Verhoeven, c'était génial. Mais voilà, il taillait souvent. Et par contre, tu vois, et on lui fait un petit coucou, on sait jamais s'il nous écoute, un Damien Granger, tu vois, lui avait. Moi, voilà, j'étais plutôt team Damien Granger parce que quand c'était pas bon, il y trouvait toujours un petit truc sympa. Et quand c'était bon, il remettait, tu vois, c'était quand même assez nuancé, c'était pas mal. Alors par contre, si tu voulais en savoir autant avant qu'après, tu lisais un avis de Marc Toulek. On le salue aussi, hein. Le monsieur qui est derrière toutes les éditions collector, qui fait tous les bouquins, etc. Les hors-série MAD. Et tu sais que le mec a quand même torché des hors-série, tu sais, comme ils font là, Mmh. thématiques, quasiment tout seul, hein. Tu vois, le mec, c'est un Stakhanovitz de la critique. T'as besoin d'un type pour faire un livret, un bouquin hors série, il est là. Et c'est vrai que souvent, tu vois, imagine la scène un peu à la Beavis and Butthead, moi et Raph avec le mag entre les mains, lisant la critique, levant la tête et se regardant, et sachant qu'on s'en en savait pas plus avant qu'après, tu vois. Mmh mh. C'était à peu près ça. Mais il y en Bon, avait qui taillaient quand même. bon, il y a eu Mad Movies, mais il y a eu Impact aussi. Alors voilà, parce que pour les jeunes générations, donc voilà, on le redit, et puis pour ceux qui s'en rappelaient, bon, je pense que les fans, ils s'en rappellent, hein, mais voilà, pourquoi c'était long aussi et on le dévorait vite et que ça rendait fou, c'est que bah, c'était bimensuel. Donc c'est-à-dire qu'il fallait attendre 2 mois. Et ben, il a trouvé une solution en fait pour faire passer en fait, bah, pas Mad Movies en mensuel, mais au moins ses écrits en mensuel, c'est de créer une revue dédiée au cinéma d'action. Et ça sera en 1986 jusqu'en 2001, à peu près 100 numéros. Et du coup, la parution était intercalée avec celle de Mad Movies, qui pouvait couvrir mensuellement l'actualité cinématographique. Ouais, mais là, pareil, il avait le nez fin. C'est-à-dire que, autant Mad Movies, des fois, quand tu le lisais, tu te disais: «Bah, ouais, tu t'étais enfermé un petit peu dans un genre de cinéma, horreur, fantastique, tout ça». Impact d'un coup, ça a ramené les gros bras. Ça a fait des jolies, couvertures de magazines pour des mecs comme Van Damme, Seagal et compagnie. Je pense que ça les a aussi aidés à se populariser, tu vois, dans la population un peu cinéphile, cinéphage. Oui. Et puis ça te mettait aussi, quelques demoiselles en poitrine généreuse en photo et compagnie, tu vois? Ça Oh, ça ce ça ça flattait l'adolescent, ou le jeune adulte qui était en toi. Mais on est d'accord, hein, parce que ça, on n'en a pas parlé, hein. Il y a le style Putters, et le style Putters aussi, c'est comme ils les appelaient, c'était les petites pépées un peu topless qu'on mettait, et je vais pas te mentir, du coup, ça va te donner envie, Cédric, hein, qu'on était penchant. On a repris un peu ça dans Septième Dimension aussi. Voilà. C'est ce qui faisait plaisir à nos lecteurs aussi. On avait Internet, donc on allait récupérer, tu vois, et on mettait souvent sous la photo. Tu te souviens? Voilà, nous on n'a pas oublié. Tu vois, Ah, donc il y avait ce côté-là. Voilà, donc les gens qui nous détestent nous mettront de mauvais avis en disant C'est un podcast misogyne qui rend hommage à un magazine du patriarcat misogyne. voilà, Peut-être, mais l'époque de la Playmate choisie du mois. exactement. Fabrice Colaro approved, hein, tu vois, Mmh mh. Il y pour avait les aussi initiés. et il y avait aussi ce truc qui était marrant, c'était de deviner, tu sais, il y avait une photo, toujours, en dernière page de Mad, et fallait trouver la photo, de quel film a été issue, et c'était toujours un casse-tête de dingue. Moi, j'y arrivais jamais. Je sais pas si tu te souviens de ça? Non, c'est plutôt vague ça, tu vois, donc, Ouais, mais je te fais confiance là-dessus, mais ouais, c'est plutôt un souvenir vague. voilà. C'est au fur et à mesure des années que peut-être tu pouvais toucher à quelque chose, mais là, c'était vraiment jouer encore avec les nerfs un peu du lecteur, et le mettre sur des pistes qu'il n'arrivait pas à résoudre tout seul, et ça prouvait bien que Mad était utile, à tout à chacun. Ah mais carrément, et tu vois, regarde, on a traité des Lord of Illusion, tout ça, c'était des DTV et c'était chroniqué dans Vidéo et Débat, et c'était presque des actus indépendantes de l'actu, tu vois? Moi, je me rappelle dans la grande ère du DTV, hein, toute la saga des Tremors, tout ça, tu avais des pages entières. D'ailleurs, bon, on y reviendra sur ce truc. Bon, remarque, je peux le dire maintenant, Damien Granger, quand il a repris, la rédaction en chef de Mad Movies, et ben, nous a fait l'honneur, pour le numéro 145, et ben, de nous faire une petite critique du numéro 0 de Septième Dimension. Et ce qui lui avait plu, c'était qu'on avait fait un dossier Tremors.
tu vois? Donc ça s'invente pas et puis grâce à ce petit, petite, publicité qu'ils nous avaient faite, bah, c'est là qu'on avait constitué notre première vague de lecteurs, 70 exemplaires de mémoire pour un torchon plein de fautes d'orthographe avec peu de photos et trop épais tapé sur Word. Voilà. Voilà ce qui était le numéro 0, mais on l'a quand même fait. Voilà. Alors, Mad Movies, du coup, tu vois, moi, aujourd'hui, parce qu'on parle des héritages, on parle un peu on se confie un petit peu de ça, tu vois? Heu, Moi, Mad Movies, aujourd'hui, c'est plus un magazine que je lis. J'y suis retourné de temps en temps et Non, puis on l'a tous fait, ouais. j'y ai pas retrouvé, alors peut-être que je suis devenu, alors, tu vois, je veux pas embarquer le truc sur mon propos sur un discours, contre Mad Movies ou quoi que ce soit, parce que ce serait malhonnête. Parce que, cependant, peut-être que l'actualité, aussi du cinéma fantastique, d'horreur, tout ça, a quand même été moins chargée. La question d'actualité, tout ça, les a poussés à faire plus de thématiques, plus de dossiers thématiques, ouais. Et peut-être que je suis devenu un lecteur feignant. Peut-être que tu vois, l'énergie du jeune lecteur qui était en moi, dans les années 80-90, puis après je suis passé un peu sur d'autres magazines aussi parce qu'il y a eu des relais, moi j'avais trouvé sympa, comme Starfix Nouvelle Génération. Moi c'était une proposition éditoriale qui me plaisait bien. Et voilà, je ne sais pas en fait si, le ton a perdu, si l'actualité a perdu ou si c'est moi juste en tant que lecteur que je Bon, suis devenu une grosse feignasse. Ou peut-être c'est un petit on peu tout ça. on va essayer de mettre un discours nuancé. C'est-à-dire, parce que nous, on a connu, les grandes heures, même en commandant les anciens numéros, même si tu as pas connu les années 80, tu pouvais commander, des numéros des années 80, des années 90. Je pense qu'il faut remettre dans le contexte. Bon, déjà, il y a l'actu. Bon, déjà, ça, c'est une chose, hein, donc on va pas se mentir et en plus, la presse, ciné a du mal à cause des plateformes. Parce qu'il y a plus d'actu sur les plateformes, qu'au cinéma, si tu regardes bien. Et en Ouais. plus, la machine Afrique, comme on l'a dit, avec les Superman, avec toutes ces franchises, et cetera, bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et donc du coup, même si tu es mensuel, tu es un peu battu d'avance, en fait, avec tout ce qui pullule à droite, à gauche. Donc face à ça, c'est un peu compliqué de se positionner. Donc c'est pour ça que, si tu remarques bien, aujourd'hui, Mad Movies, je pense, hein, j'ai pas les chiffres, hein, voilà, mais je pense qu'ils tournent mieux avec les hors-séries qu'avec les numéros mensuels et souvent les numéros mensuels, c'est des numéros thématiques. Donc la thématique de revenir en arrière ou d'agglomérer des films dans une direction est la solution qu'ils ont trouvée pour lutter face à ce phénomène. Après, tu as un deuxième phénomène aussi, c'est que le comité de rédaction, donc là ça me permet aussi de raccrocher les wagons, donc il faut savoir que Putters, lui, il abandonne la revue au numéro 130. Bon, ben, le mec, il a fait 30 ans, la revue, et comme il le disait, ce qui lui a, voilà, il était plus connecté avec ce cinéma qui est arrivé au début des années 2000, qui est le début des franchises, hein, les Matrix, le Seigneur des Anneaux, Ouais. les adaptations de Spider-Man, ça lui parlait plus. Donc, c'est là que bah, il vend à Custom Publishing et Gérard Cohen la revue et qui passe le relais en fait à une nouvelle génération. Voilà, qui était le comité de rédaction de Capture Mag. Et après, en 2006, tu as Fausto Fazulo, voilà, qui était le protégé de Damien Granger, qui récupère jusqu'à aujourd'hui. Hein, voilà. Et effectivement, ces deux comités de rédaction, le premier, déjà, avait créé une forme de dissension. Bon, alors, bien entendu, tu sais, Cédric, c'est un petit peu comme les groupes de musique. Quand tu as, par exemple, d'Iron Maiden, quand tu as le chanteur qui part, ou quand tu as des, voilà, les gens, ou même pour Sepultura à l'époque, il n'y a plus Max Cavalera, c'est plus Sepultura. Donc, tu as toujours ces gens-là, c'est normal, un peu comme Metallica quand ils font quelque chose de plus commercial. Tu as des gens qui s'en vont, tu en as de nouveaux qui viennent. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bien sûr. Et après, de l'autre côté, ces nouveaux comités de rédaction, et et vraiment celui-là, là, qui était sous Guinberg et Damien Granger, sont arrivés, c'était une nouvelle vague qu'on a appelée les geeks en fait. Nous avant, on appelait ça la cinéphilie, etc., qui venait un petit peu de différents bords. Et il y avait ce ton, et c'est pas pour critiquer parce que tous les lecteurs l'ont ressenti, on verra si nos auditeurs illustres nous diront, qui était un petit peu pédant et qui allait chercher des trucs un petit peu très loin en convoquant des choses. Donc ça avait tendance à devenir d'un coup un peu moins ouvert. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, à aller, oui, tu mets des mots un peu sur mon ressenti finalement, à ressembler, ce sur quoi ça réagissait au départ.
Voilà et du coup, la dernière ère qui est celle actuelle, parce qu'on va quand même le dire, Putters il arrête au numéro 130, on est, je vais remonter l'information, au numéro 394. Donc chapeau bas les amis quand même, ils sont toujours là, tu vois? Donc Ouais, ouais. ça on Mmh. peut pas leur enlever. Mais c cette nou ce nouveau comité, de rédaction a essayé d'équilibrer un peu et je vais pas te mentir, tout comme toi, moi je prends souvent les hors-séries, mais plus à des fins, j'ai pas envie de te dire de bibliothécaire, mais des fois pour aller chercher une info, tu vois? Comme on l'a fait sur un Rémi, quand on a fait les Evil Dead, bon ça permet d'avoir, 2-3 infos et cetera. Mais j'ai envie de dire, dans la mise en page, tout ça, alors ils te diront et c'est normal, ça je peux l'entendre, qu'ils ont envie de faire quelque chose de plus qualitatif, de plus mais en faisant ça, moi, quand j'ai ouvert les derniers numéros, bah, ça ressemble à Télérama, quoi. Voilà, je vais pas te mentir, voilà. Ouais. Pour moi, Ouais. déjà, dans la maquette, ça ressemble à Télérama. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au niveau de la maquette, on a perdu un petit peu, du côté un peu pop, un peu dézingué, un peu, Que tu as ça dans Rokirama, si tu regardes bien. et oui, c'est ce que j'allais te dire. Le relais, il s'est un peu passé du côté de Rokirama, qui pour moi, j'en ai pas lu beaucoup des Rokirama, mais on est quand même sur une vibe, assez nostalgique, hein, parfois. Oui. Mais bon, avec du bons articles, hein, Oui, tu as ça un bon reste toujours, équilibre. Tu as le côté plaisant pointu à lire. Ouais. et tu as le côté un peu pop et cetera, mais effectivement, le ton Putters, bah, a dégagé, en fait. Mais en même temps, quand tu regardes ce qu'on a listé, le c'est un peu le côté sale gosse, tu vois? Si on revient à Peter Jackson. Il y avait un côté sale gosse. Et je pense que comme certains films dont on dit, bah, aujourd'hui, ils pourraient pas se faire, je pense que dans une époque comme la nôtre, un Mad Movies ne pourrait pas, tel qu'il était à l'époque, ressortir. De toute façon, on l'a vu, parce que là, on va repartir sur Potters. Quand Potters, décide en 2013 de sortir, alors il était pas en retraite, hein, mais de sortir de sa retraite en tant que chroniqueur ou rédacteur en chef. Il chroniquait toujours le Fantastic Guide dans Mad Movies, ça, voilà, il lui avait gardé une petite place, voilà. Quand il décide de sortir Metaluna, Metaluna, c'est Mad Movies au carré, en fait. Je sais pas si tu as eu l'occasion de lire des numéros. Il y a eu que 6 ou Non, 7 non, numéros non. de mémoire. Non, non, je vois les couvertures, j'ai vu ça passer, mais non, je les ai pas bouquinés. Il avait constitué une, bah, comme comme les 12 salopards, hein, il avait pris «les fidèles» entre guillemets, qu'il avait eu dans Mad Movies ou dans d'autres, horizons. Et c'est comme si, Fluide Glacial avait couché avec Le Canard Enchaîné, qui avait couché avec Mad Movies et Écran Fantastique, en fait. Et Ouais, dedans, il y avait tout. Dedans, c'était fou. Déjà, quand tu regardais la maquette, ça partait dans tous les sens. Ça ressemblait il y a un coup, il y avait de la bande dessinée, un coup, il y avait des trucs. Donc effectivement, c'était fou et ça n'a pas marché pour ces raisons-là, en fait. ouais, ouais, c'est pas assez, identifiable, Non, ça allait dans tous les sens. c'était déjà quelque chose de, tu sais, on le voit souvent quand tu as un film qui arrive trop tard, en fait. Voilà Mmh. et tu te dis: ben voilà, ça marche pas, en fait» mais à côté de ça, voilà, bon ça, je pense que les auditeurs le savent, enfin l'aventure Putters, quand on aimait sa plume, on pouvait la retrouver, par exemple, dans ces 4 beaux volumes. Moi, j'ai pas récupéré le quatrième, il date de 2014, qui sont les The Kranios Monsters, qui étaient des rubriques, hein, en fait, hein, dans Mad Movies et il en a fait des livres à part, en reprenant certains articles, qui sont vraiment l'ADN de Jean-Pierre Putters. Tu vois? Ouais. Encore plus que Mad Movies. J'imagine que tu dois avoir au moins un tome des Kranios Monters. Eh bah, écoute, j'ai le premier et en fait, j'ai constaté que j'avais le retour, donc j'ai pas le 2 Ah, t'as le dernier, et toi, salopard. attends, j'ai le premier et le retour, donc j'ai pas le quatrième. Il me semble qu'il y en a 4. Mmh. Oui, c'est le retour du fils de la vengeance ou je sais pas quoi. Ouais, non, non, je confonds. Ouais, ouais, Ouais et ouais et bah, moi ça c'est, j'ai pas acheté beaucoup de bouquins cinéma dans ma vie, mais ça fait partie de ceux que j'ai vraiment, bouffé, lu et relu. Et je me rappelle, que quand je disais ça dans Mad, les pages bleues Cranos Monsters, parce que l'idée c'était quoi? C'était de récupérer des photos de monstres ou de créatures, mal foutues, qui Oui, étaient souvent, dans des histoires, qui se prenaient un petit peu au premier degré parce que on était dans des films, des années 30, 40, 50, 60, tu vois? On était sur du truc, où le cinéma fantastique, c'était pas un cinéma pris au sérieux et soit il refaisait des dialogues, soit, en tout cas, il se foutait de la gueule concrètement du film, tout en sachant y porter un intérêt, concret
et je me rappelle avoir eu des barres de rire, assez folles devant ces petites notes-là. Ah beh, de toute façon, je vais te dire, hein, moi j'ai réouvert des trucs. Je peux te dire que ce soir après l'enregistrement, parce que nous enregistrons toujours en soirée parce que Cédric a chaud. Donc nous faisons le maximum pour qu'il se sente bien. Donc la météo s'est mise de ce côté et je pense que je vais m'ouvrir un petit volume, tu vois, tranquillement, la lumière de la lampe, comme quand j'étais, ado, ce qui fera chier madame à ce moment-là, je l'imagine bien. Donc voilà, il y a ça. Bon, Et après ben je moi, bon, tu sais ce que je vais faire après ça? Parce que je quoi? sais que je sais que mon gamin, il va écouter le podcast parce que c'est un de nos auditeurs, Et d'ailleurs, on te salue. On te salue bien bas. Voilà. coucou Parce, William. Et parce que donc oui, t'es top. Parce que ton père est top, donc mais forcément tu l'es. il est génial William. Donc il s'intéresse à beaucoup de choses et notamment au cinéma fantastique et je vois bien, tu vois, qu'il a une autre façon d'en parler, qu'il aborde les choses déjà avec du recul, de la réflexion. Et ben, il va sûrement écouter ce podcast et sûrement derrière, je vais lui proposer, en curieux, d'aller lire quelques petites, conneries, des Krainos Monsters, qui sont bien au chaud à la maison. Et ben ça, c'est une riche idée. Ça fait de toi le père de l'année. Tu vois, tu as fait la punchline de 2025 et tu es le père de 2025. Bon, à côté de ça, tout ce qu'il a fait n'était pas fort. Bon, je vais pas te mentir, moi, il y a eu des livres, tu vois, les 101 monstres ringards. J'avais payé Ouais, ça bien cher. Bon, c'est bon, c'était voilà. du réchauffé déjà. Ouais, c'est du réchauffé, ça Voilà. n'apportait pas beaucoup. Ça l'affiche mal. Bon, je me suis pas laissé tenter, je vais pas te mentir. Par contre, voilà, son autobiographie, Mad Ma Vie, qui est un peu le titre de ce podcast en détourné pour lui rendre hommage. Voilà, si tu l'as pas lu, voilà, c'est à lire dans une vie. Franchement, voilà, moi, c'est l'une des, ça va te faire rire. C'est l'une des meilleures biographies que j'ai lues, des meilleures autobiographies, avec celle du bassiste de Pantera, qui lui nous expliquait comment il arrivait à monter sur scène en buvant 5 ou 6 bouteilles de whisky pur. Voilà. Donc du coup, c'est arrangé du même côté. Voilà. Donc non, franchement, c'est un super bouquin. Voilà, je pense que les auditeurs, auditrices bah, qui nous écoutent bah, dans la nostalgie l'ont déjà, ou s'ils l'ont pas, ben, de toute façon, j'ai vérifié pour vous, chers amis, sur les plateformes d'achat. Sachez que le dernier Kranios Monsters, le Mad Mavi, Saint-Monsorigar, c'est toujours trouvable sur Amazon. Les trois premiers Kranios Monsters, c'est un peu plus compliqué. Donc, et j'imagine qu'avec la mort de Putters, bah, il y a toujours. Hein. Donc, Il va du y coup, le avoir un peu malheur de des uns demande. fait le bonheur des autres, hein, comme on dirait. Mais à côté de ça, tu vois, moi, je suis retombé sur Putters pour ses activités. Ça a été la fin de sa carrière en tant que créateur et producteur pour Metaluna Productions, qui était à la fois le vaisseau mère qui produisait la revue et qui a permis, parce que ça on l'a pas dit, il a arrêté la pâtisserie très rapidement quand Mad Movies était rentable pour s'offrir le temple de tous les cinéphiles francophones et notamment parisiens qui était Movie 2000 et qui a été rebaptisé Metaluna Store. Voilà, donc il avait fait ça donc au début des années 2010 et moi, j'ai pu l'approcher, et c'est pour ça que pour moi, j'ai un peu bouclé la boucle, et que, bon, ben, moi, je le connais pas forcément, mais je l'ai interviewé, mais c'était par échange de mails, et puis j'ai pu lui serrer la main, je te dirai l'anecdote, et puis s'en est souvenu, hein. Quand j'ai dit voilà, que je représentais Septième Dimension. Moi, je l'ai contacté en fait pour le numéro 6 de Septième Dimension, c'était en 2008 et c'était pour la sortie du film Dying God, et ben, du coup réalisé par son comparse de Metauna Productions qui est Francis Lambeau. J'espère qu'il écoutera ce podcast parce que je l'ai interviewé aussi. Non, ok, je dis Francis Lambeau, moi, excuse-moi, je t'ai écorché, Fabrice Lambeau, et qui travaille maintenant pour Amazon Prime, voilà, pour le secteur France et qui lui avait fait pas mal de clips semi-pro pour le groupe Suppuration de métal qui s'appelait Sup. Tu vois, je t'en envoie des infos, Ouais, mais Cédric. Hein. c'est clair, mais j'écoute, hein, mais je dis: «Mais comment tu Et, fais pour nous balancer tout ça, quoi?» tu vas voir les connivences. Et donc, du coup, avec cette boîte de prod, ils avaient produit du documentaire, notamment le Super 8 Madness sur le festival du film Super 8 que parrainait Jean-Pierre Potters via Mad Movies, hein, qui a fait pas mal d'éditions. C'était assez fou. Je vous conseille le docu, il est top. Hein. Et aussi le documentaire sur un autre fou, qui est Antoine Pélissier, qui est
médecin le jour et réalisateur de films ultra gore la nuit, qui s'appelle Docteur Gore. Et alors attention, tu veux une bombe, Cédric? Vas-y. Si vous clignez pas des yeux sur le documentaire de Docteur Gore, allez, dans les 20e minutes, quand on le voit faire un casting pour son film Orificia, si vous clignez pas des yeux, vous verrez quelqu'un à la caméra qui a à peine 20 piges. Eh ben, c'est moi. Parce que ça se passait du côté de Nîmes et j'étais étudiant et j'avais fait mon stage. Et j'avais bien fait plus que le stage. Avec le Dr Gore, je lui ai même permis d'éditer certaines de ses pépites en DVD. Donc si vous avez des DVD du Dr Gore, ben, sachez que c'est moi qui ai fait l'autoring, voilà, à l'époque. Donc, du coup, je le contacte pour Dying God et il se livre au jeu de l'interview. Et de toute façon, je vais vous le dire, chers auditeurs, auditrices, je vous fais un cadeau pour honorer la mémoire de Jean-Pierre Potters. Dans le lien de description de ce podcast, sur les plateformes de podcast et sur YouTube, il y aura un lien. Et ce lien vous mènera à l'interview. Voilà, je l'ai assemblé sur 2 pages. Voilà, interview issue du numéro 6 de 7e dimension que je vous donne, que je vous offre. Et vous verrez la générosité du monsieur sur cette interview qui était pour moi. Bon, on y reviendra hein, quand on fera le spécial 7e dimension là, début septembre. Mais pour moi, c'était une forme d'accomplissement d'avoir eu Jean-Pierre Potters en interview en fait. Bah, c'est un beau cadeau. C'est peut-être, une bonne façon, de conclure aussi, et puis ce qui serait cool, Ah ben, j'ai pas hem fini, j'ai encore une non, autre non, mais anecdote. oui, non, mais Je attends, déconne. oui, non, mais de Il veut conclure. partir, Cédric, il a chaud. Il veut partir. Non, ça va, je suis bien, je suis posé. Non, non, quand je dis de conclure, c'est de s'approcher de la conclusion et non, non, mais c'est chouette et puis, ça serait bien aussi, tu vois, que les auditeurs, que ceux qui nous écoutent, bah, ils prennent un peu leur crayon, et qu'ils en disent aussi quelque chose de leur point de vue, de ce dont on parle, de Putters, de l'interview que tu vas partager et tu vois, qu'on ait un dialogue un peu enrichi avec, ceux qui nous écoutent et c'est ça qui serait chouette. Et puis peut-être que nous aussi on se foutra un peu de leur gueule, tu vois, pour le plaisir. Oui, parce qu'on est comme ça, nous. Voilà, il y a ce style-là. Et puis, voilà, pour boucler la boucle, moi, je rencontrerai le monsieur en 2011 pour l'Extrême Cinéma, organisé à la Cinémathèque. Et d'ailleurs, merci, chers amis de la Cinémathèque de Toulouse, parce qu'ils avaient Théâtre Bizarre, un film à sketch, dont un des épisodes était réalisé par Richard Stanley, donc réalisateur de Hardware et du Souffle du Démon, qui est quand même une personne assez spéciale, donc très dans l'ésotérisme, donc qui était venu habillé quasiment comme un Indien, avec un chapeau de cow-boy. Donc c'était assez folklorique et j'avais pu me frayer un petit chemin, saluer le monsieur, etc. Et c'était souvenu de l'interview, tout ça, tout ça. Parce que ce qu'il faut retenir de Jean-Pierre Potters, parce que malgré en fait le fait qu'il ait défriché le terrain pour le sous-genre de l'horreur, du fantastique, et qu'il en ait fait quelque chose, parce qu'il a participé à en faire quelque chose de mainstream, quasiment en fait, hein, que je veux dire moi, mes parents me regardaient d'un drôle d'air en regardant le zombie de Romero, mais bon, moi j'ai une daronne qui regarde The Walking Dead, tu vois, sur une plateforme. Et tout arrive, tu vois, dans la Mmh. vie. Et donc il a participé quelque part à ça, ce monsieur, et c'est toujours resté un bisseux, un mec qui aimait les fanzines. Il a toujours été proche, parce qu'on le retrouvait dans les festivals, hein, dans les Bloody Weekends, etc. Donc il était partout. Donc il avait le cœur sur la main. Et parce que, voilà, on va dire que ce qui l'animait, c'était cette passion pour le cinéma, et il aimait rencontrer d'autres gens qui avaient la même passion. Ce qui l'a poussé à produire aussi Richard J. Thompson avec ses films Z un peu topless, hein, quasi érotiques, hein, tu vois, comme Time Demon par exemple. Et je trouve que ça boucle bien la boucle en fait. Voilà, c'est pas que je voulais te voler le mot de la fin, mais Mais non, voilà. mais il t'appartient le mot de la fin et parce que, tu lui rends hommage, tu as une connaissance, beaucoup plus pointue du truc, c'est quelque chose, voilà, son parcours et ton parcours, voilà, comme je le disais un peu au début, il y a une filiation et ça, c'est vachement chouette de le partager avec toi. Mais, eh ben, je te remercie, hein, et c'est ce que j'essaye modestement et comme tu le dis avec énergie et acharnement de faire à chaque numéro, c'est de se dire que bah, son héritage, alors c'est pas, j'ai pas la grosse tête, hein, je dis, mais en tout cas modestement, moi j'essaierai toujours, malgré que le vent
nous souffle de face à propager cet esprit-là, mais au travers du podcast. Moi, je sais pas, j'en sais rien. On verra avec l'équipe de Doudingue là, que je réunirai en septembre, si un jour il y aura de nouveau un numéro papier. Mais en tout cas, la vibe qu'il y a dans ce podcast, c'est celle de Jean-Pierre Potter, c'est cet esprit. C'est ce que j'ai trouvé chez toi, Cédric, aussi. Tu vois, donc finalement, tu vois, quand tu es arrivé dans ce podcast, tu as envoyé un peu une bouteille à la mer. Donc, disant, voilà, moi aussi, je suis un doudingue, j'ai envie de dire des conneries. Il fait chaud chez moi, j'enregistre tout nu, j'ai envie de partager tout ça. Voilà. Voilà, j'ai envie de parler de ces films-là et je pense que le meilleur moyen de propager son héritage, c'est de continuer à faire des épisodes. Et, Et moi, et attends, tu sais quoi? vas-y. Parce que souvent, je te permets aussi, de reprendre un peu de s de la respiration. Heu, Moi, ce que je peux témoigner, c'est que c'est facile de regarder un film, c'est facile d'apprécier des films et encore des fois, non, c'est pas toujours facile d'apprécier certains films, mais ça demande un effort cognitif ou cérébral ou du cœur, tu vois? Ou émotionnel. Mais de parler de films, d'écrire sur des films, moi, je sais pas, tu vois? Je découvre tout ça et grand respect, pour tous ceux qui le font, parce que c'est pas un exercice simple. C'est vraiment, quelque chose, que moi j'apprends à chaque fois à tes côtés et qu'en écoutant les autres aussi, j'apprends, et c'est quelque chose, voilà, qu'il faut continuer et bravo à tous ceux qui le font avec cœur, sans le souci forcément, de cette fameuse monétisation, mais avec l'envie de partager et d'amener ceux qui écoutent, à aimer des choses qu'on nous propose pas d'aimer toujours. Putain, et c'est magnifique. Tu sais, moi, je suis un grand sensible, hein, en fait, hein. Donc, du coup, presque, tu m'as tiré une larme et j'ai presque envie d'ériger une statue en forme de doigt d'honneur dans le ciel pour, tu vois, pour bien que les gens comprennent que ça reste, quoi qu'il arrive, le podcast, de la manière dont on le fait, de la libre antenne. Et la libre antenne, voilà, c'est ça. On est sur un épisode, on rend hommage, on dézingue ce qu'il faut dézinguer, on encense ce qu'il faut encenser. On n'a pas dit qu'on avait raison, on n'a pas dit non plus qu'on avait tort, hein. Voilà, mais on garde ce côté-là. Et donc voilà, j'espère que vous apprécierez l'interview que je vous ai mis en lien. Voilà, ça vous fera voyager aussi en 2008, hein. C'était une année sympa, hein. C'était avant le Covid. C'était une autre époque. C'est Et, clair. en parlant d'autres époques, dans tout ce que j'ai pu acheter, notamment en VHS, ces éditions Mad Movies en partenariat avec TF1 Vidéo. Donc on va évoquer les grandes œuvres, hein. Hurlement de Joe Dante, par exemple. Quelle ne fut pas ma surprise à l'époque de voir qu'il y avait une bande-annonce, une pub pour Mad Movies, voilà. Et il y avait de l'argent en plus, hein. Putain, ça se tourne dans l'espace et tout. Alors, j'ai envie de te dire, Cédric, c'est pas des conneries, hein. C'est quand même assez équivalent à l'espace qu'il y a dans Hellraiser 4, si tu vois ce que je veux te dire. C'est pas déshonorant, si tu vois ce que je veux te dire, hein. C'est hollywoodien. Ouais. Et j'en extrais l'audio et c'est ce qui va conclure cet épisode. Voilà, on est sorti de notre retraite estivale, voilà, pour rendre hommage à Jean-Pierre Potters. Et je crois que Jean-Pierre Potters, son créneau à lui, c'était le cinéma de genre bordel. Et merci pour votre écoute. Magazine indisponible. Suivant, suivant, suivant. Attention, véhicule sur trajectoire. Mad Movies, le magazine de la génération future. Tous les 2 mois, en kiosque, 20 francs. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.